Et c'est ça que tu as sur l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de Mythic spoiler de mon exposé libre sur tout ce qui est les sorts incolores, multicolores et les terrains. Et on commence sans plus tarder avec Vren N6, donc le premier Planeswalker à 2 qui arrive en moderne, carte incroyable, elle arrive avec donc 4 marqueurs plus 1, avec 4 marqueurs loyauté. Si on fait son plus 1, dès qu'elle arrive, son plus 1 permet de récupérer un terrain et le mettre du cimetière et le mettre en main, le moins 1 de pigner une cible de 1. Et le moins 7 permet de donner le retrace à tous les instants et sorceries de notre graveyard. Donc Planeswalker très puissant, le plus 1 qui arrive dans ce Loam, dans toute cette partie de Loam, donc très intéressant. On voit qu'il y a un petit jeu Loam avec MH1, donc en plus vous allez voir avec les autres terrains qui suivront. Le moins 1 permet de détruire quand même pas mal de créatures comme Snapcaster, les Mana d'Orc. Donc Vren N6 très bon Planeswalker, et le moins 7 qui permet de faire des out-value. Prenons l'exemple dans le John, et bien son moins 7 ça permet de faire des bolts à l'infini, permet de faire des K-commandes à l'infini, et toutes ces joyeusetés que John a dans son paquet. Gigi vous en dira des nouvelles. On continue directement avec Kess Dissident Mage, aussi un très bon reprint. Je crois que ça venait du Commander, donc le jouable en Legacy, tout ça. Kess Dissident Mage, donc vol pour 4, elle donne pendant votre tour un sort de votre choix, donc d'éphémère de rituel, à le flashback. En fait, c'est au moment où vous voulez, n'importe lequel des sorts rituels ou éphémères que vous avez dans votre cimetière a le flashback, donc très puissant, contrairement au Snapcaster Mage où on peut avoir une réponse au giving du flashback et du coup exiler le sort avec un Squooze, un Scavenging Ooze ou même une Spellbomb relique, une Spellbomb Nil Spellbomb ou relique de Progenitus. Donc Kess Dissident Mage, très bonne carte, en plus c'est une 4-3-4, donc c'est une 3-4, elle passe au-dessus de Bolt. 4 de système, donc il faut que la push soit revolted, donc très bon body. Grixis, j'espère que va devenir un très bon mid-range tempo. C'est une combinaison de couleurs que j'aime beaucoup, mais malheureusement les Scalding Tarn coûtent trop cher pour moi. Malheureusement, on continue avec The First Sliver, encore un big boss entre guillemets, des slivers qui coûtent 5 de 1 de chaque couleur. C'est une 7-7, il a la cascade et il donne la cascade à tous les slivers. Un très bon, moi j'aime beaucoup ce type de sliver, donc ça permet de faire des choses rigolo dans le pack. Malheureusement, même s'il y a eu beaucoup de slivers qui sont sortis dans Modern Horizon 1, est-ce que le pack va quand même parfait dans le moderne, parce que il manque quand même pas mal de disruption et d'interaction avec son adversaire. On continue en fait avec un deuxième sliver, donc Cloud Shredder Sliver, très bon body pour ce pack. Et il donne le vol et la célérité, donc là où on retrouvait le Blur Sliver pour la célérité pour 3 et le Galley Rider Sliver pour 1 sur 2 couleurs, donc le bleu et le rouge, cette fois-ci on le retrouve pour 2, les deux à la fois, c'est une 1-1 vol et célérité, et les autres l'ont aussi, donc très bon, cette fois-ci très bon lord pour les slivers. On apprécie ce mouvement, de WTC pour sliver en moderne et peut-être plus, on verra. En tout cas c'est une très bonne carte. On espère du coup avec elle, comme je disais avant, en plus avec l'autre, celui-là à 5, voir Sliver revenir un peu sur le devant de la scène, à côté de humain, ondin, esprit et tout ça, toutes ces joyeusetés du moderne. On continue avec Eldamri's Call, donc ceci est un reprint du moderne. Ça permet d'aller tuto une créature du deck et la mettre en main, tout simplement pour 2, un vert et un blanc, donc en instant, donc ça aussi ça permet de donner un peu de value et de CA, je sais pas si c'est de la CA, mais en tout cas ça permet de tuto des cartes pour green white value, band value, peut-être aussi rebooster un peu Abzan midrange. Donc Eldamri's Call, un très bon reprint pour le moderne, ça il y a de fortes chances qu'on le croise dans ce format. Continuons avec Ogak Arisen Necropolis. Cette carte, au moment où je vous parle, elle fait des ravages en moderne actuellement, parce que un deck que vous connaissez sûrement, Bridgevine, une decklist sera en description pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, Bridgevine est un deck qui permet de créer beaucoup de créatures, et en fait le but c'est de jouer Ogak très vite, de jouer Ogak tour 2, en fait d'avoir une 8-8 piétinement. Tour 2 c'est incroyable en moderne, elle passe au-dessus du push parce qu'elle coûte 7, elle passe au-dessus de la bol parce qu'il a 8 de défense, et même de toute façon tour 2 tu as rarement grand chose de pouvoir le gérer à moins d'avoir un PTE. Donc Ogak est devenu un seigneur du moderne, il s'est déjà imposé. Au moment où je vous parle, il est en train de faire des gros top 8 sur MTGO, même en papier sur quelques tests. Et donc carte très puissante, je crois qu'il a 72% de win rate au moment où je parle. Et on continue parce qu'il y a une autre carte qui va avec lui, mais on reviendra plus tard. Icefang Coatl, donc le petit Balefoostrix du moderne.
Donc lui c'est encore un permanent neigeux, on aime ça, il coûte un bleu, un vert, ou le Baleful Strix lui coûte un noir, un bleu. Il a le flash, donc ça c'est une bonne chose en plus. Et quand il est sur le champ de bataille, il fait piocher une carte comme le Baleful Strix. Donc maintenant on l'appelle le Baleful Snake. Et Icefang Coatl quand il a le Death Touch, quand on contrôle au moins 3 autres permanents neigeux. Donc ça va, ça peut être pas trop compliqué. Si on joue beaucoup avec les Basic Land, voilà, s'il est censé coûter 2, donc on a déjà 2 Basic Land. Si en plus de ça, je vous reprends la vidéo bleue normalement qui est sortie avant celle-ci. L'enchantement bleu de Marit Lage, qui est aussi un permanent neigeux. Donc on peut facilement avoir en fait dans le paquet un jeu vraiment très orienté neigeux en soul taille. Et donc ça, moi ça me fait beaucoup plaisir parce que je suis un grand fan aussi de la combinaison soul taille. Donc j'espère voir un soul taille mid-range neigeux. Ça me fait très plaisir. Est-ce que ça me ferait basculer sur ce deck? On ne sait pas. Mais en tout cas voilà, Icefang Coatl, très bonne carte pour le moderne. Malheureusement il a le flash en tout cas qui vient donner du bonus à la carte, le fait qu'elle n'ait pas instantanément le Death Touch comme le Baleful Strix. On continue sur Kaya's Gale qui fait, moi en tout cas qui m'a fait beaucoup penser à Kolaghan's Command parce que c'est un peu dans le même type. Elle va plutôt aller dans Abzan ou Kolaghan's Command va aller dans le John. En tout cas moi c'est mon avis de John Player et de BGX Midrange Player. Alors tout de suite on va parler un peu de Kaya's Gale parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Pour 3, donc un blanc, un noir et un incolore, on peut choisir 2 effets. Chaque adversaire sacrifie une créature, je trouve ça moyen, mais ça peut être pertinent dans certains match-up. Exile all cards from each opponent graveyard, ça c'est très bon en tout cas pour la méta actuelle. Créer un token 1-1 blanc esprit, ça je trouve ça un peu moyen, ça aurait été intéressant d'en avoir 2 parce que ça coûte quand même 3 le sort, même si on a un deuxième mode avec. Je trouve que ça fait quand même un peu léger, et par contre le dernier mode, you gagne 4 life, 4 points de vie, c'est très intéressant ça pour... si c'est joué dans un jeu tricolore, ça permet quand même de récupérer pas mal de points de vie dû au fetch. Ou si on joue noir en général, il y a des trous cesse, donc ça permet d'amortir un peu cette mana base et tout ça qui coûte pas mal de points de vie et même de regagner un peu de points de vie. Si en face ça joue contre des decks aggro ou des decks burn. Donc finalement Kaya's Gale c'est un peu différent du Kolaghan's Command, c'est en fait des cartes qu'on a vite envie de comparer, mais finalement elles font 2 choses différentes. Donc Kaya's Gale est vraiment une carte intéressante pour les jeux noir, blanc et autres combinaisons qui vont avec. Donc Kaya's Gale sera joué en moderne, croyez-moi. On continue avec Lightning Skelemental. Donc ça aussi c'est la petite fusion entre Lightning et Ball Lightning. Donc Lightning Skelemental pour 3 c'est Trample Ast 6-1, et donc comme la Lightning, si elle touche elle permet de faire un joueur qui prend les blessures de se faire discard de 2 cartes, et à la fin du tour elle sacrifie à la fin du tour on doit la sacrifier, tout comme la Ball Lightning. Donc voilà, c'est intéressant. Donc comme vous avez dû voir la vidéo sur Modern Horizon 1 le noir, on a Unearth qui permettrait de la réanimer du cimetière. En tout cas ça c'est très intéressant. Admettons qu'on arrive à faire un bon tour 1 où on fait Fateless Looting, on discard 2 Lightning Skelemental, hop, double Unearth, là franchement on est les rois du game. Ça fait 12 de blessures, il doit se défausser de 4 cartes, donc là franchement ça serait vraiment le giga beau play. Ça m'étonnerait que ça arrive, mais en tout cas voilà, ça permet de faire des choses intéressantes. Lightning Skelemental, peut-être dans des jeux rouge-noir. Est-ce que rouge-noir burn pourrait revenir grâce à cette carte? On espère. Personnellement pas, parce que j'aime pas les jeux burn, mais voilà. Lightning Skelemental est une carte potentielle à voir en moderne, surtout dans les jeux noir-rouge, comme je vous disais, burn. On continue sur Unsettled Mariner. Alors cette carte, c'est un changelin, donc on peut le voir dans les jeux humains et tous les autres comme Ondin, peut-être U-White Ondin futur. Les jeux esprit du coup, et aussi peut-être pour booster un peu les jeux Sliver, parce que du coup il peut rentrer dedans encore une carte en plus qui taxe sur nos créatures. Donc ça c'est très intéressant. Le changeling et son effet c'est quand même nous, donc on est même protégé nous-mêmes, et qu'un autre permanent devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, il doit payer un moins qu'il soit contré. Donc en fait ça c'est bien plus intéressant que je pensais, parce que en plus de protéger nos créatures, c'est tous nos permanents et nous-mêmes. Donc finalement c'est encore bien mieux que ce que je pensais. Unsettled Mariner, ils essaient de jouer même dans plus que les jeux aggro. Très bon body pour 2, c'est une 2-2. Il suffit juste de la protéger parce qu'elle meurt quand même sous push, sous bolt et tout le reste. Donc Unsettled Mariner, très grande chance de le voir en moderne. Peut-être U-White, en tout cas ça pourrait être intéressant, donc peut-être un U-White tax, ça pourrait être cool. On continue sur les artefacts Mox Tantalite. Donc Mox Tantalite, un nouveau Mox arrive pour le moderne. Voilà, donc c'est juste suspension 3 et c'est un Mox, donc pas grand chose à rajouter. Ça vous fait penser à Lotus Bloom. Lequel sera le plus intéressant à jouer? Tout dépend, je pense,
des decks, comment faire avec des decks. Je veux pas trop m'avancer sur cette carte, je sais pas trop ce que ça donne, on verra. Je veux aussi revenir du coup sur deux cartes qui vont un peu de pair. C'est deux nouvelles épées, donc Sword of Trust and Justice et Sword of Sinew and Steel. Donc voilà, deux nouvelles épées. Le cycle continuera sur les prochains sets de Modern Horizon. Je les trouve clairement très légers par rapport à leurs prédécesseurs. La blanc et bleu nous permet de, quand on touche, mettre un marqueur de plus en plus 1 sur une créature qu'on contrôle, puis proliférer. Et pour la rouge et la noire, on peut détruire un artefact et un planeswalker. Donc c'est quand même très léger, c'est très spécifique. Moi je trouve ça pas terrible, je vais pas vous mentir. On a clairement des meilleures épées qui sont sorties précédemment, comme la noire et la vert, Fist and Famine, Fire and Ice, Body and Mind, bref voilà, War and Peace même. Donc voilà, les épées de précédentes étaient clairement plus attirantes que celle-ci, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. On continue avec Morofon, ça fait un peu marrant comme à prononcer, The Moodless, donc une set 6-6 pour 7 incolore, change 1. Quand sur le champ de bataille doit choisir un type, et tous les sorts du type choisi coûtent les 5 couleurs de moins à jouer. Donc pareil, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a déjà eu des petits brous qui a été fait sympathiques à coup de tronc, et le sliver qui coûte 5 et qui donne la cascade. Du coup ça permet de jouer le swap pour 5 gratuitement et de faire de la cascade, et du coup jouer beaucoup de petits slivers gratuitement avec la cascade. Donc voilà, il y a des petits trucs sympathiques en plus de ça, et donne de plus en plus 1 aux créatures du type choisi. Donc très bonne carte rare et légendaire mythique. Je pense pas qu'elle sera énormément jouée en moderne de ce que je vous raconte. C'est un petit brou sympathique mais rien de plus. Ça ira pas très loin malheureusement. On reprend avec Altar of Dementia, donc un reprint du Legacy. Pour 2, un artefact qui permet de sacrifier une créature, et le joueur ciblé se défausse de sa bibliothèque de X cartes, X étant la force de la créature sacrifiée. Donc pour revenir à Ogak, il y a une liste qui apparaît, du coup c'est Ogak et Altar et Bridgevine, tout ça. Donc en fait le but c'est de s'auto-mill pour jeter beaucoup de Bridge from Below au cimetière, les Vengevine, les Ogak, les rejouer en jeu, les resacrifier, faire des tokens, tout ça. Une vidéo sera peut-être consacrée, ou en tout cas vous me verrez peut-être jouer, parce que je vous spoil ça, je vais jouer totalement le deck, je suis complètement séduit, je me suis fait avoir par la hype, tout ça. Bref, Altar of Dementia, ça sera joué en moderne grâce à Ogak, et sûrement d'autres listes, en tout cas on espère être joué autre part. On continue sur les terrains, qui arrivent sur cette troisième partie de la vidéo, et la dernière partie, Hall of Eliod's Generosity. Donc ça nous fait beaucoup penser à Academy Ruins, sauf que cette fois-ci c'est pour les enchantements, voilà, rien de plus à ajouter. Peut-être que ça va jouer dans des jeux enchantements, mais de base il n'y a pas beaucoup de jeux enchantements vraiment qui puissent vraiment utiliser. Peut-être Boggles, mais ça va pas trop dans l'esprit du deck, malheureusement. Donc on verra si elle est jouée en moderne. Continuons avec Prismatic Vista. Donc ça c'est tout simplement un fetch comme Evolving Wild, sauf que lui on doit payer un point de vie en plus. Sauf que le basique qu'on va chercher n'arrive pas en jeu engagé, donc voilà, lui ça nous fait penser un peu au fetch comme Scalding Town ou Misty Rainforest, sauf que lui il permet juste de toucher tous les basiques. Voilà, donc je ne pense pas non plus qu'il sera énormément joué en moderne, peut-être dans quelques decks du type bicolore pour tuto les basiques, parce qu'en général dans les jeux bicolores on joue principalement des decks, des lands basiques, donc voilà, peut-être qu'il sera joué en 2-3 fois dans certains jeux modernes. On continue sur les lands avec le print de 5 terrains qui vont ensemble, qui nous feront penser à la Canopy, Silent Clearing, Waterlogged, Groove, Fire Islet, Sunbucket Canyon et Nurturing Pitland, donc tout comme son ami la Canopy. En fait on peut le sacrifier pour 1 et piocher une carte, et en payant un point de vie ça ajoute un mana coloré de la combinaison du terrain. Donc voilà, comme je disais, Canopy, Horizon, c'est tout à fait les mêmes cartes qui ont été printées en 5 fois. En tout cas c'est un très bon boost pour beaucoup de decks qui n'avaient besoin de ça. Du coup du type Boros Burn va commencer à jouer la Sunbucket Canyon, qui va lui permettre d'avoir un peu plus de moteur de pioche, ce qui est très intéressant pour un jeu comme le sien qui s'essouffle très rapidement. Donc on espère ces 5 terrains seront joués en moderne, vous inquiétez pas. Et les derniers terrains Unco que je voulais vous parler, c'est ceux qui se recyclent pour
1 mana coloré, donc Siduled, Steppe, Lonely Sandbar, Barren Moor, Forgotten Cave et Tranquil Ticket. Donc eux qui vont booster tous les jeux de l'Home, parce que comme ça avec le cycle à 1, on peut récupérer le l'Home en fin de... on va pouvoir dredger en fait en fin de tour, et même pour les jeux de dredge, ces terrains vont être joués, et du coup c'est encore un bon ajout pour le moderne. C'est donc les fameux cycles de terrain qui devaient être reprint pour le moderne, et bah c'est eux avec les terrains aussi enneigés, qui sont donc les basiques de MH1 que vous aurez en fin de booster. C'est ici que se conclut cette série de mon show and tell sur Modern Horizon 1. J'espère que vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à mettre un commentaire si ça vous a plu et si vous avez quelque chose à dire, à partager à tout fan de MTG. C'est ainsi que cela nous fait vivre notre chaîne. On vous remercie. On vous invite à continuer à nous suivre pour les prochaines joyeusetés. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde.